Histoire Géo au tableau te parle aujourd'hui de la gouvernance économique mondiale depuis 1944. Voilà, alors on va tout de suite s'arrêter sur le mot essentiel du titre de ce chapitre, hein, le mot de gouvernance, essayer de l'expliquer un peu parce que ça va nous permettre de comprendre un petit peu l'optique de ce chapitre. Alors, ce mot, il est utilisé à partir des années 70, hein, il apparaît dans le langage du business anglo-saxon, et puis on remarquera donc que c'est à partir du secteur privé que ce mot de gouvernance est apparu, et il a été utilisé pour désigner un mode de gestion des entreprises qui se fondait de plus en plus sur un partage des pouvoirs, hein, entre les actionnaires d'un côté et puis la direction de l'entreprise de l'autre. Donc c'est cette notion de partage, hein, déjà qu'on retient pour désigner la gouvernance. Et puis dans les années 1990, ce mot gouvernance a été de plus en plus utilisé pour parler en fait à nouveau de ce partage. On peut dire aussi des interactions, hein, c'est peut-être un mot clé à retenir pour comprendre ce concept de gouvernance, donc les interactions entre l'État d'un côté, le corps politique au sens plus large, et puis également la société, c'est-à-dire les individus, les citoyens qui s'organisent, mais aussi les systèmes qu'on appelle de lobbying, hein, vous avez sans doute déjà entendu parler de ça, de pression qu'exercent les entreprises du secteur privé, puis parfois des coalitions entre des acteurs publics et des privés. Voilà, enfin bref, une multiplication des acteurs, et puis il y a aussi une connotation idéologique dans ce mot de gouvernance, hein, qui correspond pour certains à un désengagement de ce qu'on a appelé après la Seconde Guerre mondiale l'État-providence, un glissement du gouvernement vers la gouvernance, de l'intérêt général vers celui des particuliers. Bref, ce qu'on va retenir nous, hein, c'est que en clair, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a une multiplication des lieux et puis surtout des acteurs, c'est un mot important, multiplication donc des lieux et des acteurs qui sont impliqués dans l'économie, et en plus que l'impossibilité de régler ces questions à l'échelle d'un État, et donc à l'échelle d'un gouvernement, a popularisé le terme de gouvernance. Voilà, en clair, c'est un système de prise de décision qui valorise aussi des acteurs non étatiques, avec de nombreux acteurs, et donc ces fameuses interactions entre eux. Donc dans ce chapitre, il faudra bien sûr faire le lien avec des choses qui ont normalement déjà été étudiées dans l'année, hein, les chapitres de géographie sur la mondialisation, et puis se souvenir peut-être aussi du chapitre de l'année de première sur l'évolution économique et sociale, qui est normalement le premier chapitre abordé dans l'année en histoire. Voilà. Mais pour autant, ici, il ne s'agit pas de faire une composition sur l'évolution économique du monde depuis la guerre, hein, c'est pas du tout ça, mais au contraire, il faut s'interroger, ce sera la problématique donc, hein, sur le lien qui existe entre les évolutions économiques et géopolitiques mondiales et puis l'émergence de nouveaux modes de décision. Hein, c'est vraiment le mot-clé de la problématique. Donc l'émergence de ces nouveaux modes donc, de décision sur le plan international. Hein. Donc vous avez compris le lien entre les évolutions économiques et géopolitiques et ces nouveaux modes de décision. Alors pour traiter ça, on va utiliser un plan classique, un plan chronologique. La première partie, elle ira de 1944, une date précise, on va voir tout de suite pourquoi, jusqu'aux années 1970. Voilà, quand je mets un petit S après, c'est les années 1970. Deuxième partie, des années 1970 jusqu'aux années 1990, hein, chute de l'URSS en 91, et puis toutes les conséquences qui s'étalent sur cette décennie. Et enfin, dans la troisième partie, on abordera le phénomène de la gouvernance économique mondiale depuis les années 2000 jusqu'à nos jours. Voilà. Et on aborde donc tout de suite, hein, le grand 1 qu'on va intituler, donc pour ces bornes chronologiques que je viens de donner, 44 aux années 70, reconstruire et réorganiser. Voilà. Reconstruire, oui, on sort de la guerre, hein, réorganiser le monde donc. Voilà. Et tout de suite une première sous-partie, le grand A, où on va s'intéresser aux nouvelles exigences en 1944. De nouvelles exigences, hein, ce sera le titre. Donc de ce grand A, nouvelles exigences en 1944. Sur cette image de jeunes enfants allemands en 1923 qui sont en train de construire une pyramide avec des billets de banque. Cette image elle est là pour illustrer ce qu'on a appelé l'hyperinflation. Donc hyperinflation en 1923 en Allemagne.
Euh, et elle illustre en clair, voilà, l'inflation, c'est-à-dire que la monnaie se dévalue considérablement, il faut des tonnes de billets quasiment pour acheter un morceau de pain, et ça illustre en fait le début d'une crise majeure, hein, qui va amener le totalitarisme en Allemagne, le protectionnisme d'une manière générale dans les années 30, dans beaucoup de pays industrialisés, ces inflations, ces dévaluations, et bref, tout ça mène à la guerre, hein. Et il y a véritablement cette volonté en 1944 de retenir les leçons du passé, de considérer qu'il y a besoin d'une solide coopération économique internationale parce qu'il y a un impératif qui est la stabilité monétaire. Une stabilité absolument indispensable pour garantir la croissance économique et donc indispensable au maintien de la paix. Voilà. Donc il faut bien retenir déjà ce qui va véritablement être le moteur des négociations et des discussions entre les partenaires économiques de ce monde en 1944 au sortir de la guerre, et même un petit peu avant. Parce que bon, cette économie mondiale, bien sûr, elle est bouleversée par la guerre, les moyens de production sont anéantis en Europe et en Asie, les marchés sont complètement désorganisés, le rôle économique de l'État qui s'était affirmé en temps de guerre va aussi se prolonger une fois la guerre achevée, et ça va permettre aux États de prendre des décisions importantes. Il y a aussi bien sûr l'affirmation d'un grand pays, hein, on le rappelle seulement ici, les États-Unis, puisque aucun autre ne peut rivaliser avec lui sur le plan économique. La livre sterling, la monnaie britannique, hein, après la guerre, ne peut absolument plus rivaliser avec le dollar. Les États-Unis, on le rappelle rapidement, c'est des choses qui ont déjà été vues, normalement détiennent à peu près 70% du stock d'or mondial au sortir de la guerre. Ils assurent à eux seuls 60% de la production industrielle. Et ils sont les premiers producteurs de charbon, de pétrole, bref, hein, ce sont eux les géants économiques, et ce sont donc eux qui vont organiser cette économie mondiale au sortir de la guerre. Ce sera le titre du grand B, hein. On va évoquer en 1944 une gouvernance états-unienne, bon on va noter américaine, c'est plus élégant, on aura bien compris que ce sont les États-Unis qui sont à la tête du monde en 1944, hein, 44 et même avant la fin des combats, hein, c'est en juillet 1944, hein, ça explique les bandes chronologiques de ce chapitre, quelques semaines après le débarquement sur les côtes normandes, que 44 nations, vous voyez, juillet 44, 44 nations, c'est assez facile à mémoriser, vont se retrouver lors d'une grande conférence internationale qui a pour ambition de réorganiser l'économie mondiale. Et cette conférence, elle se tient aux États-Unis, bien sûr, dans la banlieue de Washington, hein, dans un endroit qui s'appelle Bretton Woods. Alors, normalement, vous avez aussi déjà entendu parler de ce nom. Il faut impérativement le mémoriser et le citer. La conférence de Bretton Woods de juillet 1944 est un événement majeur dans la réorganisation de l'économie mondiale au sortir de la guerre. Sur cette image prise lors de la conférence, hein, vous pouvez voir le représentant du Royaume-Uni à Bretton Woods. Ici, il s'agit d'un économiste qui est déjà fort renommé en 1944, Monsieur Keynes. Voilà. Hein, qui est à l'origine des politiques keynésiennes, hein, des années 30, vous le savez certainement déjà. Donc ce monsieur, hein, va largement inspirer la conférence, même si son idée d'une monnaie internationale ne sera pas retenue. Vous observez à côté de lui le représentant de l'URSS, hein, puisque l'URSS est bien présente à Bretton Woods, alors allié des États-Unis, mais on retiendra tout de suite qu'ils vont se retirer du système en 1946, au moment des prémices de la guerre froide. Bien, alors, quel est le but de cette conférence? Eh bien, très clairement, il s'agit d'abord, comme on le disait précédemment, de stabiliser les monnaies, de stabiliser ce qu'on appellera le système monétaire international, SMI, d'empêcher qu'il y ait une guerre monétaire entre les États, et donc de créer des institutions économiques internationales. Et il y a donc 3 grandes institutions qui vont être décidées lors de cette conférence, hein. La première, c'est l'Organisation internationale du commerce. La seconde, c'est le Fonds monétaire international, FMI. Et la troisième organisation est la Banque mondiale. On la retiendra sous ce nom, même si à l'origine on l'appelle la Bird, voilà. Et on retiendra aussi tout de suite que ces 3 organisations, et c'est significatif, ont leur siège à Washington, donc sont fortement influencées bien sûr
par les États-Unis. Alors, l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, est créée pour réglementer les marchés, mais on ne va pas en parler trop pour l'instant parce que cette OIC décidée à Bretton Woods va être rejetée par le Sénat américain et elle sera remplacée en 1947 par une autre organisation, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT. On en reparle un petit peu plus tard. Dans tous les cas, le GATT, on dira uniquement pour l'instant qu'il est à l'origine d'une série de négociations pour promouvoir le libre-échange commercial. Voilà. Deuxième organisation, donc le FMI, Fonds monétaire international, son objectif c'est de réguler l'activité économique en soutenant les États qui seraient confrontés à une crise financière. Voilà, donc il peut accorder des prêts à court terme de manière à éviter une dévaluation monétaire par exemple. Et puis la Banque mondiale, elle, a une vocation à l'origine de soutenir la reconstruction dans les pays détruits par la guerre. Pardon. Et puis, excusez-moi, puis plus tard en aidant les pays en voie de développement en accordant des crédits à long terme. Voilà ce qui la différencie aussi du FMI. Bien, alors voilà pour ce qui est décidé à Bretton Woods. On va voir dans une troisième sous-partie que l'efficacité de ce système de Bretton Woods, comme on va l'appeler dorénavant, est relativement limitée. Voilà, une efficacité limitée dans la troisième sous-partie de ce grand 1. Parce que d'abord, ce système n'organise pas toute l'économie mondiale. On disait tout à l'heure que l'URSS s'est retirée en 1946, la guerre froide exclut de fait tous les pays communistes. D'ailleurs, et regardez cette caricature soviétique de 1949, les soviétiques justement donc ne vont pas se gêner pour critiquer le rôle des États-Unis dans la mise en place de cette gouvernance mondiale, sans détailler toute la fiche. Remarquez comment sur cette caricature à plusieurs reprises on voit le symbole du dollar, ici on le voit ici sur le camion aussi. Bref, cette caricature, au-delà de dénoncer l'oppression policière aux États-Unis, dénonce le rôle central du dollar dans cette propagande pour l'URSS, avec l'annonce du plan Marshall en 1947, cette aide massive des États-Unis à l'Europe. Il s'agit de montrer que le dollar est un outil d'asservissement de leurs alliés par les États-Unis, et c'est effectivement un outil de gouvernance du bloc occidental dans le cadre de la guerre froide. Voilà. Et puis on signale aussi que ces institutions sont financées par les pays signataires de l'accord, et que la contribution financière de chaque pays est proportionnelle à sa part dans le commerce mondial, et que leur droit de vote, donc de décision dans ces institutions, est également proportionnel à leur part. Et on notera par exemple que les décisions, j'entre un peu dans des détails techniques, mais c'est bien révélateur qu'au sein du FMI, les décisions sont prises à la majorité, mais à la majorité qu'on appelle la majorité qualifiée, qui est de 85%. Voilà, il faut que 85% des votants soient d'accord. C'est-à-dire que les États-Unis, qui à eux seuls peuvent bloquer une décision, ils ont un droit de veto en raison de leur contribution très importante. Voilà, ça leur donne un droit de veto et donc ils contrôlent complètement cette institution. Donc cette conférence de Bretton Woods, elle confirme la position hégémonique du dollar. C'est la seule monnaie qui soit convertible en or. Il y a une expression qui dit as good as gold à propos du dollar, as good as gold. Voilà, on peut la citer, entre guillemets. En clair, on va dire que le dollar, il est le garant de la stabilité du système monétaire international. Voilà. Et il est en même temps cet outil au service de la guerre froide. On le rappelle. Alors, en plus de cela, les difficultés de l'économie américaine dans les années 60 vont faire en sorte que ce système a une efficacité limitée, puisqu'il va y avoir une dégradation assez rapide du rapport entre les dollars qui sont en circulation dans le monde et puis les stocks d'or réels américains. Et donc les États-Unis vont avoir rapidement une déficit de leur balance des paiements qui va augmenter. Ça, il faudra le retenir pour comprendre comment ce système s'achève. Le déficit dans la balance des paiements des États-Unis se creuse progressivement au cours des années 60, jusqu'à ce que le président Nixon prenne la décision en 1971 de suspendre la convertibilité du dollar en or. Voilà, donc ça c'est une date clé, parce que cette décision, elle remet en cause les fondements de Bretton Woods, et on peut dire que c'est la fin du système qui a tenté d'organiser l'économie mondiale depuis 1945.
Voilà. Alors, on va voir donc que cette fin de la convertibilité du dollar nous fait entrer dans une deuxième période. Ce sera pour nous l'objet donc du grand 2 ici, des années 1970 aux années 1990, que l'on va intituler libéraliser, sous-entendu bien sûr l'économie mondiale, libéraliser face aux crises. Voilà. Et dans un grand A, pour préciser un peu la teneur de ces crises, on va évoquer un nouveau contexte qui va forcément obliger, un nouveau contexte qui oblige dans ces années 1970 à repenser complètement la gouvernance économique mondiale. Voilà, pour le titre du grand A, nouveau contexte pour repenser la gouvernance économique mondiale. Parce que donc la conséquence de cette décision Nixon que nous évoquions à l'instant fait que le dollar devient une monnaie flottante et que c'est l'offre et la demande des monnaies sur les marchés mondiaux qui vont déterminer leur prix, et ça donne lieu à des fluctuations assez importantes, comme on peut l'observer par exemple sur cette caricature de Plantu. Plantu, journaliste caricaturiste au quotidien Le Monde, qui, dans cette caricature de 1987, ironise sur la panique des dirigeants des principaux États au monde, qui se paniquent en 1985, vous voyez peut-être ici la date, se paniquent d'un dollar qui est trop haut, et puis on organise en 1987 une conférence au Louvre pour essayer de mettre fin à l'intervention des États sur les marchés sans réussir à enrayer la chute du dollar. Bref, on retiendra donc nous ce dollar qui devient une monnaie flottante et qui fragilise l'économie mondiale, tandis que dans le même temps, retenons dans ce nouveau contexte les chocs pétroliers, les chocs, puisqu'il y a donc deux augmentations significatives, consécutives du pétrole en 1973 et en 1979. Alors, ce ne sont pas la cause unique, mais on peut dire que ces chocs pétroliers sont les accélérateurs d'une crise financière pour des pays qui dépendent de cette ressource dans tous les pays industrialisés. Donc cette hausse importante du prix fait que certains pays qui sont exportateurs de pétrole accumulent des ressources considérables, qu'on a également la création, on retiendra, de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Cette organisation, elle est créée en 1960 et elle va véritablement être influente donc, dans les années 1970. Donc voilà, un des chocs qui fragilise l'économie mondiale. On retiendra également l'accélération de la mondialisation dans cette époque, une accélération avec la libéralisation des échanges sous l'impulsion du GATT, les mouvements de capitaux qui augmentent également, les filiales à l'étranger, des firmes transnationales qui se multiplient. Bref, tout ça entraîne une remise en cause du contrôle de l'État sur l'économie. Et on peut effectivement considérer que, à travers le grand B qu'on va voir maintenant, qu'il y a un recul de l'État, un véritable recul. Donc, voilà, recul de l'État dans cette deuxième période, puisque dans ce contexte donc troublé qu'on vient d'évoquer, les pays industrialisés réagissent assez diversement. Il y a des politiques d'abord néolibérales qui sont menées dans les années 80 aux États-Unis. Alors on retiendra les politiques menées par le président Reagan, ou également en Angleterre par Premier ministre Margaret Thatcher. Ces politiques donc, que je viens de qualifier néolibérales sont toutes menées au début des années 1980. Alors ça veut dire quoi concrètement néolibéral? Ça veut dire laisser jouer librement les forces économiques en limitant l'intervention de l'État. Concrètement, ça se traduit par des dérégulations, des privatisations. C'est un peu la fin de l'État-providence qu'on avait créé au sortir de la guerre. Voilà, et il y a des divergences néanmoins, puisqu'à la même époque en France, le président François Mitterrand va au contraire tenter une politique d'intervention de l'État en 1981, mais qui va être une parenthèse assez courte. Bref, voilà, donc il y a des réactions assez diverses des pays industrialisés. Mais malgré ces divergences, il y a néanmoins des tentatives pour organiser la gouvernance économique mondiale dans ces années. Et on va retenir en particulier la création en 1975 de ce qu'on appelle le G6.
Voilà. Alors, le groupe des six, en clair, qui est créé à l'initiative du président français Valéry Giscard d'Estaing, ce G6 va très très vite devenir l'année suivante, en 1976, pardon, le G7. Alors, qu'est-ce que c'est que ce groupe? Eh bien, c'est le groupe des dirigeants des pays industrialisés les plus riches du monde qui se réunissent pour discuter des grandes questions économiques. Voilà, sur cette image par exemple, on voit la réunion du G7 qui a lieu dans le château de Versailles en 1982. Et d'ailleurs, puisqu'on en parlait à l'instant, on reconnaît ici au premier plan Ronald Reagan, donc président américain, et tout de suite à sa droite ici Margaret Thatcher, de profil, Premier ministre britannique. Et puis sur cette image, regardez ici également le président français, hôte de ce G7, donc à Versailles, François Mitterrand. Voilà. Alors, donc concrètement, le G7, je disais, on discute des grandes questions économiques, mais ça a un caractère informel. Ce sont, comme l'ont ironisé certains dirigeants, des discussions au coin du feu. Hein, il n'y a pas de côté institutionnel comme à l'ONU par exemple, mais néanmoins ce sont les plus grands dirigeants qui s'y retrouvent et ils essaient de faire preuve de coopération. Ils vont en particulier affirmer la prééminence des démocraties industrielles face au communisme. Il faut se rappeler qu'on est toujours dans la guerre froide, et puis également face au tiers-monde. Hein. Et c'est pour ça, et ce sera d'ailleurs l'objet du Grand C, on va voir que le tiers-monde, de son côté, va lui aussi essayer de faire entendre sa voix dans cette gouvernance économique mondiale dont ce G7 l'exclut, et le tiers-monde réclame, lui, un nouvel ordre économique international. On utilise parfois cette abréviation pour le désigner, ce NOEI. Le tiers-monde ne date pas des années qu'on est en train d'évoquer. On se souviendra par exemple de la conférence de Bandung en 1955 qui marque véritablement l'émergence sur la scène internationale de ce groupe de pays nouvellement indépendants ou qui aspirent à le devenir. Et déjà, il refusait l'alignement dans le cadre de la guerre froide sur les États-Unis ou l'URSS. Et puis, dans le cadre de l'économie mondiale, eh bien, ils vont contester la domination économique du Nord et un système souvent hérité de la colonisation ou des firmes transnationales qui parfois sont plus puissantes économiquement que certains de ces États exploitent leurs ressources. Et alors concrètement, cette contestation du tiers-monde, elle va se traduire par une tentative de coopération au sein d'un groupe qui lui va s'appeler le G77, puisqu'il est composé de 77 pays du tiers-monde, qui va s'organiser en 1963 au sein de l'ONU et qui va militer pour ce nouvel ordre économique international. Après la récession des années 70-80, il y a beaucoup de ces États du tiers-monde qui se sont lourdement endettés, et l'action de la Banque mondiale et du FMI va se concentrer sur eux. Il va y avoir de nombreuses aides qui vont leur être accordées, mais ce sont toujours des aides qui sont conditionnées, à des mesures de libéralisation, de privatisation, de réduction budgétaire. On est toujours dans cette logique libérale, et c'est souvent ce qu'on retient, cette intervention du FMI auprès de ces pays du tiers-monde, par l'expression du consensus. Voilà, consensus de Washington, l'endroit où se trouve le siège du FMI. Voilà, consensus, c'est-à-dire qu'en échange d'une aide financière de la part du FMI, ces pays lourdement endettés du tiers-monde s'engagent à engager des réformes de libéralisation, et ça va susciter de nombreuses critiques. Oui, je vous montre à ce titre à nouveau une caricature de Plantu qui illustre bien, vous voyez, ces fonctionnaires du FMI qui s'adressent de manière symbolique à un pays appauvri du tiers-monde. On vous avait pourtant bien dit de faire des efforts, et ça traduit en clair les accusations souvent qui sont portées sur le FMI d'aggraver la pauvreté dans le tiers-monde, que le G7 est un club de riches, bon voilà. Et pour autant, eh bien, la libéralisation de l'économie mondiale va se poursuivre dans ces années 70-80 sans qu'une institution internationale ne puisse s'affirmer comme détentrice de cette gouvernance économique mondiale. Il y a, on le rappelle, l'accroissement de la mondialisation qui bouleverse les équilibres, et puis il y a la fin de la guerre froide. Et la fin de la guerre froide, ça va quand même considérablement modifier la donne. Ce sera l'objet pour nous de notre grand 3. Que l'on va intituler, donc depuis les années 2000, je le disais dans l'annonce du plan, de nouveaux défis.
Voilà, dans un contexte mondial qui change radicalement. Tout de suite, on va voir dans le grand A que parmi ces nouveaux défis, eh bien, il y a l'extension du libre-échange. On a déjà dit qu'il y a une libéralisation dans les années précédentes, mais véritablement avec donc l'effondrement du communisme, eh bien, ce libre-échange va poursuivre son extension. C'est le triomphe du modèle capitaliste, car les États-Unis sont les chefs de file de cette gouvernance et ils vont imposer le libre-échange, l'idéologie libérale au monde. Un petit coup d'œil sur ce graphique qui va nous permettre de balayer toute la période depuis 1947 jusqu'en 2007 de l'évolution du commerce mondial à travers, suivez cette courbe rouge pour l'instant, à travers l'évolution des droits de douane aux frontières. Et vous voyez comment au sortir de la guerre, les droits de douane pouvaient représenter l'équivalent de 40% du prix d'un produit, et ces droits au début des années 2000 ici sont de l'ordre de 5% à peu près. Donc ça signifie que l'abaissement de ces droits de douane a considérablement accéléré le commerce mondial, tandis que dans le même temps, la courbe bleue que vous voyez ici représente le nombre de pays qui participent aux négociations du GATT, on l'évoquait tout à l'heure, puis à partir de 1995, puisque le GATT va changer de nom, on parlera dorénavant de l'Organisation mondiale du commerce, qui est créée ici en 1995, et voyez comment, à nouveau, on était à 131 pays participants en 1995, et ce chiffre bondit à 151 pays quelques années plus tard. Donc ça nous montre bien que dans les années 2000, il y a encore donc un nombre d'adhésions supplémentaires à l'Organisation mondiale du commerce, et comment donc le libre-échange, les marchandises vont circuler de manière encore plus facile à travers le monde. Donc c'est symboliquement la création de l'OMC en 1995. Vous pouvez retenir que ça correspond à une accélération de la mondialisation. Tout ce qu'on dit là et les éléments qui sont portés sur ce graphique, bien sûr, vous pouvez aussi vous en servir dans une composition de géographie sur la mondialisation. Voilà. Alors, malgré cette extension, les États-Unis sont confrontés à un déficit de leur balance des paiements et puis à un endettement croissant. Ce sera lié donc ça va être à l'origine de leur volonté de s'impliquer un peu plus dans des négociations économiques internationales. Alors, par exemple, en 2000, dans le cadre de l'ONU, il va y avoir de grandes négociations, des décisions, de grandes initiatives de lutte contre la pauvreté. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, ce qu'on appelle les objectifs du millénaire. Voilà, les objectifs du millénaire à l'aube, donc puisqu'on est en 2000, de ce nouveau millénaire, c'est donc décidé à l'ONU, je viens de le dire, qui a pour objectif, donc à l'horizon 2015, de réduire considérablement la pauvreté. Bon, on peut dire que le bilan est assez mitigé, mais au moins il y a des initiatives prises dans le cadre onusien. Et puis, c'est justement ces inégalités de richesse que cherche à combattre l'ONU, et puis les mutations rapides de l'économie mondiale à la charnière de ces années 90-2000, qui expliquent une période de forte mutation de la gouvernance économique mondiale. Et ça va être pour nous l'objet du grand B, où l'on va parler, à partir donc de ces années 2000, d'une économie que l'on va qualifier de multicentrée. Voilà. Une économie multicentrée dans le cadre d'un monde de plus en plus multipolaire. Ça, c'est aussi des expressions que vous avez déjà entendues. En clair, très simplement, on va retenir que ça correspond à la multiplication des acteurs qui sont impliqués dans les décisions de l'économie mondiale. Si on considère que donc cette gouvernance économique mondiale, vous voyez, que je place ici au centre, est influencée par de plus en plus d'acteurs. Il y a de plus en plus ce qu'on va appeler donc les organisations non gouvernementales, mais on pourrait aussi parler des syndicats, vous voyez, qui vont essayer de faire entendre leur voix et de peser sur les décisions prises dans l'économie mondiale. Il y a également tout simplement des individus ou des groupes d'individus, des groupes citoyens qui vont être de plus en plus influents. Alors ça peut être des individus à titre personnel, des nouveaux économistes. Vous pouvez retenir par exemple le nom de Joseph Stiglitz, qui était un ancien conseiller du président Bill Clinton dans les années 90, un prix Nobel d'économie, qui a une vision assez critique
sur cette libéralisation du monde, et puis des individus qui parfois qui disposent d'assez de moyens et d'influence pour peser sur cette gouvernance. Je pense par exemple au PDG de Microsoft, de Bill Gates. On peut aussi citer George Soros, qui est un autre milliardaire américain. Bon, et puis il y a également d'autres acteurs qui vont gagner de l'influence et obliger les États à composer avec eux. Alors, les firmes transnationales, très directement, ou à travers des actions de lobbying, vont chercher à influencer. On peut citer également par exemple les agences de notation, qui sont des entreprises privées qui évaluent les différents partenaires de l'économie mondiale, y compris les États, et qui donc exercent une influence sur cette gouvernance économique mondiale. Voilà, bon, voilà, vous voyez un petit peu la multiplicité d'acteurs dont on va préciser, c'est pas un détail, qu'ils ont des objectifs qui sont souvent divergents. C'est les ONG, les syndicats et puis parfois les individus. Certains, en tout cas, on peut considérer qu'ils appartiennent à cette mouvance des altermondialistes. L'altermondialisme, vous en avez entendu parler dans les leçons sur la mondialisation en géographie, bien sûr. Et puis de leur côté, les firmes transnationales, les agences de notation, j'aurais pu également, il faudrait même citer les banques, les marchés financiers, qui exercent aussi leur influence, eh bien, ont une vision, bien sûr, on peut prolonger jusqu'aux banques, beaucoup plus libérale de la situation. Voilà. Donc forcément, ça crée des tensions, et puis les États restent évidemment des acteurs essentiels de cette gouvernance économique mondiale et doivent essayer de réguler entre ces altermondialistes et ces libéraux. Voilà, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir sur cette multiplication des acteurs de cette économie multicentrée, et puis le rapport de force traditionnel de ce groupe des pays riches est bouleversé dans les années 2000 par l'essor des pays émergents. Bon, on le rappelle brièvement, mais ça aussi ça a été évoqué par ailleurs, de ces fameux BRICS entre autres. Et puis la mondialisation des activités financières et bancaires, les fonds souverains, les fonds spéculatifs, la financiarisation du monde, les paradis fiscaux, que j'aurais pu rajouter ici avec les banques, font que cette gouvernance économique mondiale se complexifie considérablement, et que pour autant, eh bien, ça n'empêche pas de temps en temps des crises. C'est ce qu'on va voir dans la dernière partie, le C. La crise de 2008 en particulier, majeure, la crise donc économique mondiale de 2008, qui nous montre finalement que cette gouvernance économique mondiale a encore des pouvoirs relativement limités, une efficacité en tout cas limitée. Gouvernance économique mondiale limitée. Cette crise, rapidement, vous vous souvenez, elle débute aux États-Unis en 2007, puis elle gagne le monde entier l'année suivante. C'est la crise la plus grave que le monde a connue depuis celle de 1929, et elle va aboutir à une réorganisation de la gouvernance économique mondiale. Le G7, qui était devenu G8 après la chute de l'URSS, lorsque la Russie avait été accueillie en son sein, va en 1999 s'élargir et devenir le G20. Alors le G20 qui est composé de 19 pays plus l'Union européenne, et en clair ces 20 partenaires représentent à eux seuls 90% du commerce mondial, un chiffre que vous pouvez retenir, pas du commerce, 90% du PIB mondial, voilà, de la richesse mondiale. Alors c'est le signe de la multipolarisation du monde, de l'émergence de cette nouvelle puissance. Ce G20 devient une instance de dialogue privilégiée de la gouvernance économique mondiale. Il va perdre le côté informel qu'on évoquait tout à l'heure du G6, du G7. Il devient un vrai sommet des chefs d'État, et en 2008, il va créer un conseil de stabilité financière. Mais alors pour autant, il y a de nombreux points qui montrent toutes les limites de cette gouvernance économique mondiale. D'abord l'ampleur de la crise de 2008, la crise de la dette de certains pays européens, on pense à la Grèce bien sûr, la difficulté à contrôler les marchés financiers, les paradis fiscaux, et puis on peut aussi citer les blocages au sein de l'OMC, les difficultés de l'ONU pour aboutir à des accords globaux sur les grands enjeux contemporains, climatiques en particulier. Bref, tout cela montre le déficit de gouvernance économique mondiale, et cette gouvernance économique mondiale, elle est d'ailleurs toujours contestée par la société civile. On peut terminer par cette petite image de 2011 qui rappelle un mouvement de contestation qui s'était appelé lui-même Occupy Wall Street.
Wall Street, c'est le lieu où se trouve la bourse, la principale bourse aux États-Unis, à New York, bien sûr. Voilà, ce personnage au premier plan qui dit: je ne peux pas m'offrir un lobbyiste, mais I am the 99%, je suis les 99%, clair, les 99% d'habitants qui ne font pas partie de ce club des ultra-riches. Et ces gens aux États-Unis, comme dans certains pays européens, se réunissaient pour contester de manière collective la marchandisation du monde, la financiarisation et l'accroissement des inégalités de richesse. Voilà, en clair, en conclusion, ça nous montre que la complexification du monde rend la gouvernance économique mondiale de plus en plus délicate. Et puis vous pourriez aussi évoquer en conclusion, finalement, peut-être le retour aujourd'hui, le retour des États, l'affirmation de leur pouvoir, dans le cas plus des gouvernements. À titre d'exemple, en ouverture, on pourrait évoquer les traités bilatéraux qui essaient de négocier actuellement les États-Unis, un côté Pacifique et puis côté Atlantique. Côté Atlantique, on en entend parler dans les médias régulièrement, le TAFTA, qui viserait à une libéralisation des échanges totales entre les deux partenaires de part et d'autre de l'Atlantique. Et ce sont des négociations traitées entre l'État des États-Unis et puis les États européens. Donc on peut se demander finalement si ces traités ne sont pas le signe du fait que le pouvoir des États reprend finalement le pas sur la gouvernance mondiale. Ce serait une manière de contourner les paralysies et les blocages de cette gouvernance économique mondiale.